Nouvelle veille du jour, désolé, je n'étais pas là hier. Le match de la finale de la Coupe du Monde m'a fait me coucher très tard, mais on reprend la veille aujourd'hui. Pas de live demain par contre, désolé aussi, j'ai un rendez-vous important. Mais si vous ne voulez rien louper de la veille, j'ai envie de dire, allez vous abonner à ma newsletter, c'est là qu'il y a absolument tout. Et sinon, bah, bienvenue à ceux qui ne connaissent pas le format. Aujourd'hui du coup, on va regarder pas mal de petits trucs. Il y a une douzaine de news que j'ai sélectionné depuis hier. Magnifique. Hier soir, je me suis couché à 22h30. Bon, vous allez dire, c'est tôt, mais j'ai fini de travailler à 22h30 précisément. Pour vous. Un dimanche soir, non, un lundi soir. Oh là là, en fait, vu que je suis en vacances, je suis complètement perdu. Mais bref, on va commencer maintenant. On va commencer par des petites news un peu légères. Un peu légères. La première news que j'ai spotée, qui est, je trouve, de bonne augure. Je suis pas du genre à être un fan de Netflix. D'ailleurs, je regarde à peine Netflix pour être honnête de mon côté. Mais il y a un truc qui est quand même pas mal. Bon, il faudrait faire ça partout dans les pays. Mais Netflix va proposer des interprétations en langue des signes américaine pour des dizaines de séries et de films destinés aux enfants. Donc c'est un effort d'accessibilité que propose Netflix. Je crois que ça n'existe pas, qu'il n'y a aucune plateforme aujourd'hui qui fait ça du coup à part eux. Donc c'est un début. J'imagine que le but c'est de pouvoir après globaliser ça et d'ouvrir cette langue des signes peut-être aussi pourquoi pas à un public francophone, espagnol, etc. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà, du coup je voulais vous en parler. Donc Netflix a proposé des interprétations langue des signes pour des centaines d'heures de programmes familiaux répartis sur 73 titres différents. Cela inclut des séries, des films, qu'il s'agisse de productions originales Netflix ou de contenus sous licence. Donc il y aura Stranger Things, Tales from 85, qui est du coup la série animée, Pokémon Horizons, Octonaut, le bus magique, mais aussi Spider-Man Homecoming et le Pinocchio de Guillermo del Toro. Ceci est rendu possible grâce à un partenariat avec la société SignUp qui propose des services d'interprétation en langue des signes américaine en ligne. Le logiciel fonctionne comme une extension Google. En fait, les utilisateurs installent le module complémentaire et l'interprète s'affiche dans une fenêtre séparée. Ça permet d'avoir une approche plus novatrice. Et du coup, franchement, je trouve ça intéressant. Donc voilà. De nombreuses études suggèrent que les sous-titres, bien qu'utiles pour les adultes, ne sont pas adaptés aux enfants. Et c'est ça, en fait, la grosse problématique, c'est qu'en fait, quand tu es un enfant, que tu ne sais pas encore lire, bah, c'est compliqué. Du coup, la langue des signes, c'est plus simple, même si les sous-titres, ils existent. Une étude a montré d'ailleurs que les enfants malentendants obtiennent des résultats inférieurs aux tests de lecture comparés aux autres enfants du même âge. Donc, l'importance, du coup, d'avoir cette langue des signes qui soit globalisée. De vrais humains, oui, il y a un potentiel avec l'IA pour automatiser tout ça. Alors pour le coup, ça sera du coup interprété par de vrais humains. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'on pourrait, tu vois, ce serait une bonne variante. Une bonne variante avec l'IA, parce que des interprètes, il n'y en a pas, je pense, 10 000 qui peuvent être rémunérés pour ça. Genre, je pense que ça demande beaucoup de travail. Mais du coup, si tu avais toujours une génération par IA bah, il faudrait quand même vérifier, tu vois. Mais ce serait quand même pas mal. Et bonjour, Escalerner, tu vas bien? Donc je me dis, ça, tu vois, ça pourrait être une application plutôt positive de l'IA générative, parce que il n'existe pas. En fait, vu tous les contenus qu'il existe sur cette terre, il faudrait que je pense que les sous-titres demain ils seront générés quasiment automatiquement, et peut-être que du coup la langue des signes ça pourrait être le cas aussi, et parce qu'on pourra jamais payer et avoir autant d'interprètes pour tous les contenus qui sortent tous les jours, c'est absolument impossible au vu de la masse de contenus qui sortent. Et du coup, je me dis que ça pourrait être effectivement une bonne application d'une forme d'IA générative, peut-être l'une des seules d'ailleurs. Voilà. Mais du coup, news intéressante, et en plus, du coup, on découvre des trucs un peu marrants. Enfin, moi, un peu intéressant, un peu, pas marrant, pas du tout, non, mais un peu intéressant. Moi, je savais pas que il y avait un problème sur la lecture aussi de la part des enfants malentendants, mais en fait, c'est normal, je pense c'est plus difficile de leur apprendre, en fait, tout simplement. Donc voilà, première news. Première news qu'on voit ensemble. Deuxième news. AliExpress, les amis, vient de se prendre une amende record de 625 millions de dollars pour non-respect des obligations de correction imposées par l'UE. Je vais vous lire tout ça parce que c'est une affaire qui est assez marrante, enfin, assez intéressante. Donc hier, donc c'était avant-hier, du coup, la Commission européenne a infligé à AliExpress la plus forte amende jamais prononcée en vertu de la loi sur les services numériques, dépassant 625 millions de dollars. 625 millions. C'est juste dingue.
Dans un communiqué, la Commission européenne a déclaré qu'AliExpress n'avait pas évalué et atténué avec diligence les risques liés à la vente de produits illégaux, dangereux ou contrefaits sur la plateforme de commerce électronique. Les autorités ont constaté que AliExpress non seulement n'avait pas mis en place d'équipes dédiées à la suppression des articles contrefaits, donc en fait c'est pour se battre contre la contrefaçon et ils n'ont pas été assez proactifs là-dedans, et dangereux de sa plateforme. Donc il n'y a même pas que la contrefaçon, il y a aussi les articles qui pourraient mettre en danger les personnes, quoi, tout simplement, mais qu'elle facilitait également la tâche aux personnes mal intentionnées pour échapper à la détection. Le personnel était tellement réduit que certains modérateurs de contenu ne disposaient parfois que de quelques dizaines de secondes pour évaluer si un produit signalé était conforme aux normes de l'Union européenne. C'est chaud, hein. La Commission européenne a indiqué que de ce fait, des millions de produits réapparaissaient en ligne après avoir été signalés pour retrait et y rester parfois plus d'un mois. Eh bé, eh bé. La Commission européenne a indiqué que les vendeurs mal intentionnés peuvent facilement contourner les mesures de sécurité d'AliExpress. Il leur suffit par exemple de mal catégoriser leurs produits afin de réduire le nombre de contrôles requis avant la mise en vente des marchandises dangereuses, évitant ainsi les retraits automatiques. Pour les vendeurs peu scrupuleux, le risque d'être repéré semblait faible. Le système d'autorisation de marque obligatoire du site de e-commerce électronique était également inefficace et sous-doté en personnel. Selon la Commission européenne, et AliExpress n'a pas sanctionné les vendeurs de produits illégaux, contrairement à ce que prévoit cette politique. Et pour ne rien arranger, AliExpress n'a pas suffisamment évalué la manière dont ces systèmes de recommandation et de publicité contribuent à la prolifération des produits illégaux. Et oui, parce que derrière, tu pouvais faire de la pub. Et bah du coup, tu pouvais payer de la pub pour des produits illégaux. Et ça, c'était l'enfer. Au lieu de supprimer ces produits, AliExpress les recommandait aux consommateurs, contribuant ainsi à maximiser leur visibilité. Bah oui, mais quiconque a passé 2 secondes sur AliExpress, sait bien que c'était exactement le cas. Donc voilà. Et AliExpress qui se dit surpris par l'amende. Bien évidemment. Bien évidemment. Ils disent être surpris. Ils vont faire appel, je pense. Euh, Ouais, c'est ça. Ils vont faire appel de la décision. Mais c'est quand même assez intéressant comme amende de voir en fait que. euh, En fait, de voir l'envers du décor des applications qui font de la fast fashion, des produits comme ça un peu sortis d'usine, tu vois, directement. En fait, tu vois que il y a ce truc de vraiment massifier à un point que du coup, tu n'as aucune politique quasiment de modération des produits qui sont sur ta plateforme. Et c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est de voir que cette massification, en fait, elle est voulue et que derrière, la non-modération, elle est presque instaurée de manière légitime, comme si c'était normal, quoi, et qu'on devait pas modérer du tout. Et, euh, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, moi, je pensais qu'il y avait des efforts de modération qui étaient faits, mais la Commission européenne dit carrément là qu'en fait, non. Ils ont fait aucun effort de modération, genre vraiment aucun, et en plus, leur système permettait justement de promouvoir en fait ces produits contrefaits et les produits dangereux. C'est quand même fou, non? C'est qu'en fait, d'un point de vue systémique, AliExpress a même encouragé ces pratiques-là. Certainement parce que du coup, ça permettait de faire plus de ventes, etc. Et qu'en fait, quand tu vas sur AliExpress, ce que tu cherches en vrai, c'est des contrefaçons, des trucs comme ça, quoi. Bref, un peu dark, enfin pas tant, mais du coup, je voulais vous en parler parce que je trouve ça assez ouf. Et puis l'amende, elle est quand même assez record, quoi. On va passer maintenant à France Travail, les amis. Et ça, pour le coup, ça rend dingue. France Travail, un algorithme pour accélérer le profilage des chômeurs et les contrôles. France Travail travaille du coup sur un algorithme de profilage des chômeurs et à des fins de contrôle. C'est ce que affirme la Quadrature du Net, document interne à l'appui. Celui-ci semble être un support de PowerPoint pour une présentation de 30 minutes. L'association déplore une massification des contrôles et un glissement dangereux des décisions politiques vers des technologies présentées comme objectives. Et bien évidemment, l'objectivité, ça n'existe pas, mais les politiques de ce pays diront toujours que eux, ils ne font pas de politique, ils n'ont que la bonne réponse, et toute autre réponse autre que la leur serait de l'idéologie. Et avoir des idées, c'est pas bien. Il n'y a que de la subjectivité, il n'y a que de l'objectivité, pardon, ou de la subjectivité dans ce pays, c'est bien connu. Non. Non, 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 encore une fois, fuck les macronistes là-dessus, qui croient avoir une sorte de vérité fondamentale, donc qui seraient les seuls à avoir accès et que tout le monde
en fait, derrière, veut nuire à la France ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de te vendre, quoi. Ça me rend fou. Salut Nomans. On va lire un peu cet article du coup. Ils ont du coup chopé un document. C'est la Quadrature du Net qui, une super asso qui a trouvé ça. Ils ont trouvé ce document. Et c'est un document dans lequel France Travail y évoque la logique d'engagement réciproque au service du retour à l'emploi. Ainsi, tout le monde a droit à un accompagnement personnalisé dans l'objectif de retrouver un emploi. En contrepartie, l'usager s'engage à participer aux actions proposées et à rechercher activement un emploi. C'est le devoir d'assiduité et de recherche d'emploi. Des droits et des devoirs formalisés dans un contrat d'engagement dynamique dont le respect fait l'objet d'un contrôle, le fameux CRE. Six principes sont mis en avant: maintien du contradictoire, le demandeur doit toujours pouvoir se justifier après une notification de manquement; universalité du contrôle, équité de traitement, bénéfice du doute, maintien du lien territorial et séparation des activités de contrôle et d'accompagnement. Plus vieux que je suis que la dernière fois que je suis venu. Ah putain, du coup, t'as eu ton anniversaire. Bon anniversaire, frérot. Bon anniversaire, je savais pas à quelle date c'était. Bon anniversaire à toi. La présentation, elle date du coup de décembre 2025 et ressemble à un point d'étape sur les travaux en cours. Signalons tout de suite que France Travail dispose déjà de plusieurs outils alimentés par l'IA, bon ça on s'en fout. Le document porte largement sur les questions de contrôle qui peuvent être déclenchées pour plusieurs raisons: vérification de l'assiduité, contrôle aléatoire, signalement par des agences ou encore contrôle issu de requêtes ciblées. Ces dernières sont particulièrement mises en lumière car elles visent des situations présentant une forte probabilité d'insuffisance de recherche d'emploi, métier en tension, sortant de formation ou de prestation, rupture conventionnelle. Putain, rupture conventionnelle, c'est dedans. Qu'ils aillent se faire enculer, hein, franchement. Créateur d'entreprise ou encore frontalier. Pour 2026, France Travail envisageait 500 000 contrôles ciblés, soit 40% du total de vérification. Eh là là. C'est fou cette suspicion généralisée qu'il y a en fait. C'est une suspicion généralisée en fait, hein, de fraude, hein, c'est dingue. Hein. C'est dinguissime. Hein. Comment ça, avoir une rupture conventionnelle, c'est bizarre. Ça existe dans ce pays une rupture. Enfin, t'as une rupture co maintenant, t'es vu comme quelqu'un qui abuse en fait potentiellement. Super. France Travail note dans ses objectifs que le CRE vise avant tout à améliorer la qualité de l'accompagnement en permettant d'identifier si une insuffisance relève d'un besoin de soutien renforcé ou d'un contournement volontaire. Bien sûr, on vous croit. L'action prise peut être une redynamisation, ce qui veut rien dire, une révision du suivi ou une sanction si le comportement est volontairement abusif. Et tout le sujet du document est bien de fluidifier ce processus en se servant d'une IA pour analyser 26 variables clés dans l'idée de reconstituer les parcours de demandeurs d'emploi qui nécessitent une expertise approfondie qui serait alors transmise au CRE. Donc c'est un modèle statistique, pas un modèle de langage. Ça pour le coup c'est très technique, du coup c'est pas forcément intéressant. Et la Quadrature du Net du coup dénonce une dépolitisation. Euh, L'association dénonce ainsi certains arguments avancés par le document, notamment la suppression des a priori et les critères objectifs présentés comme des corollaires à l'utilisation de l'IA. Pour la Quadrature, on assiste à la transformation d'un problème politique, le choix des critères de sélection des personnes à contrôler, en un problème purement technique, une dépolitisation qui ne peut entraîner, selon l'association, qu'une délégitimation de la critique des politiques de contrôle, ces dernières étant présentées comme neutres et objectives, ce qui, rappelons-le, la neutralité n'existe pas. Ok? La neutralité n'existe pas, tout comme l'objectivité. Quand quelqu'un se cache derrière ces arguments-là, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument en fait, généralement. Outre la déresponsabilisation des dirigeants, la Quadrature pointe aussi l'opacité systémique autour des algorithmes de profilage, en permettant aux responsables des institutions sociales de faire taire la réalité du tri social organisé. Elle complique considérablement la mise en lumière des dérives. Et pour cause, le code source de l'algorithme de la CNAF n'a été obtenu qu'après une longue bataille juridique et médiatique, tandis que celui de l'assurance maladie ne l'a été qu'à la faveur d'une erreur de caviardage par l'administration. Et celui de France Travail, toutes nos demandes d'accès au code des IA utilisés par France Travail sont à ce jour restées lettres mortes, bien évidemment. Pour l'instant, on reste dans l'optique du faisceau d'indices. Bref, ces questions sont particulièrement présentes dans une série de 4 podcasts de la série Investigation, de la série Investigation de Radio France, Vive le service public, qui a enquêté en partenariat avec les Quadratures du Net. La journaliste Audrey Travers y aborde de nombreux points, mais l'épisode 3 est
consacré à la question de l'IA au sein de France Travail et au parallèle avec les cas de la CNAM et de la CNAF. Chômage pour qui travaille France Travail, 20 juillet 2026. Allez, écoutez ça. On continue de pousser le service public. Bref, ça fait peur cette histoire. Ça fait peur cette histoire, les amis. Moi, quand on me parle d'objectivité, de neutralité, à chaque fois pour essayer de se protéger, je ne peux m'empêcher d'entendre, j'essaie de t'enfumer, mais franchement, ça fait peur. Ça fait peur. En plus, moi, là, je suis en plein chômage, justement, et je me dis, putain, mais... en fait, je suis la cible parfaite, parce que c'est littéralement je sors de l'intermittence, je vais bosser en freelance à côté. Je sens que je vais me faire baiser. En fait, j'ai trop peur, moi, de recevoir du chômage qu'on me demande de rembourser euh, parce que, soi-disant, je gagne de l'argent à côté avec mon travail de freelance. Alors qu'en fait, ça me permet pas de vivre aujourd'hui, quoi. Donc ça me fait peur. Même si là, j'ai des rentrées d'argent qui commencent à devenir récurrentes. Pour le coup, j'ai réussi à sécuriser un peu de thunes déjà avec Arthur, par exemple. J'ai un petit contrat. J'ai aussi avoir un contrat à la rentrée avec Arte, avec une émission, avec une boîte de prod qui bosse pour Arte précisément, où je vais faire normalement, je vais faire de la programmation, c'est-à-dire que je vais programmer des invités pour une émission. Ça me permet déjà en fait, ça me permet de multiplier mes petits jobs, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Voilà, voilà. Ouais, je suis content, c'est cool, No Man's, c'est cool. Je vais bosser là-dessus. Enfin, c'est pas mon métier de base, mais ça me permet, moi, d'avoir un contact avec cette boîte de prod que j'aime beaucoup, avec qui j'ai envie de bosser. Et ça me permet, moi, d'avoir une petite sécurité, quoi. Je me dis, ça va me permettre de... Je pense, à la fin du mois, déjà, j'espère réussir à sécuriser à peu près 1 500 € en freelance chaque mois. Ce qui va me permettre... Bon, 1 500 €, du coup, tu perds 500 balles à peu près. Donc, je pense que je vais... avec l'URSSAF, donc je pense que je vais me faire 1 000 € en tout. Mais c'est pas assez pour vivre, sachant que d'ailleurs c'est 1 000 € et après ils sont imposés en plus. Donc ça va être compliqué. Alors tu me dis, non, non, c'est une émission qui s'appelle Eurogasser. Programmation, tu vas faire là du réseau aussi. Oui, en plus, donc c'est cool. C'est cool, franchement. Ça m'intéresse aussi pas mal. Un problème gigantesque se cache au cœur de l'industrie de l'IA et pourrait provoquer son effondrement total. Futurisme, ils sont vraiment très forts sur les titres à chaque fois. Depuis des années, les entreprises spécialisées en IA vendent aux investisseurs l'idée que l'augmentation de la taille des opérations est la clé du succès. Plus le modèle d'IA est grand, plus il devient puissant. Mais en pratique, ce postulat engendre d'énormes problèmes commerciaux. Comme le souligne The Atlantic, les LLM, donc les modèles de langage, souffrent d'une forte diminution des rendements. Le coût de l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation d'un modèle d'IA entraîné pour traiter de nouvelles données, augmente de façon exponentielle, rendant cette technologie bien moins lucrative qu'il y a seulement 6 mois. Ah oui, l'émission de Jean-Michel, bah moi, en gros, c'est la boîte de prod avec qui moi j'ai bossé, c'est la boîte de prod qui fait Backseat. En clair, c'est en réalité l'inverse de ce que les investisseurs souhaiteraient avoir. Habituellement, comme le souligne The Atlantic, à savoir une baisse continue du coût par utilisateur au lieu de l'inverse. En gros, ce qui est en train de se passer, c'est que l'IA devient de plus en plus cher en fait. Devient de plus en plus cher et du coup, c'est ça qui fait peur en fait. C'est une mauvaise nouvelle pour un secteur qui investit des milliards de dollars dans la construction d'immenses centres de données à travers le pays, sans perspective de rentabilité à court terme. Si il est impossible de prédire avec exactitude quand les craintes d'une bulle de l'IA atteindront leur point de rupture, les analystes préviennent que ce n'est qu'une question de temps. Les conséquences pourraient être désastreuses si le secteur venait à s'effondrer, entraînant dans sa chute des économies entières fortement dépendantes des technologies d'IA. Néanmoins, les entreprises spécialisées en IA restent convaincues que les chatbots tels que ChatGPT, OpenAI et Claude représentent l'avenir. Ils sont devenus omniprésents dans notre quotidien, intégrés au système d'exploitation et remplacent les conseillers au téléphone, malgré une forte opposition du public qui constitue un obstacle supplémentaire pour le secteur. Donc voilà, répondre aux exigences croissantes de l'IA nécessitera également des avancées révolutionnaires dans le domaine des technologies matérielles qui deviennent de plus en plus difficiles à obtenir.
les experts mettant en garde contre la fin imminente de la loi de Moore, ce principe vieux de plusieurs décennies, selon lequel l'augmentation du nombre de transistors améliore constamment la puissance du calcul. En bref, alors que les modèles d'IA gigantesques deviennent rapidement inabordables pour ceux qui en sont devenus dépendants, ils deviennent également beaucoup moins efficaces, une trajectoire inquiétante qui pourrait pousser l'ensemble de l'économie au bord du précipice. Depuis quelque temps déjà, Yann Lequin, l'un des soi-disant parrains de l'IA, en France en plus, avertit que les LLM sont une impasse et ne nous mèneront pas au point tant vanté où l'intelligence de l'IA égale ou dépasse celle de l'intelligence humaine, mais il semble de plus en plus improbable que les dirigeants du secteur technologique déjà fortement investis dans le développement à grande échelle des modèles d'IA actuels tiennent compte de ces avertissements. Salut Tilgad, ça fait longtemps, tu vas bien? La boîte de prod de Quentin Lafay. Oui, mais pas que. C'est Quentin Lafay et il y a aussi François. Enfin, je ne me rappelle plus de son nom. À chaque fois, moi, je cochais. C'est François, c'est un gars avec qui je bosse. Je bosse plus avec. C'est via Quentin d'ailleurs que je les ai rencontrés. Mais François me connaissait d'avant. Mais oui. J'espère que tu vas bien, petite gade. C'est toujours la même chose. Les scientifiques, attention, les catastrophes arrivent, puis les catastrophes arrivent. Et après, qui aurait pu prédire? Bien évidemment. Et donc voilà, c'est intéressant cet article en vrai, parce que c'est vrai que c'est un problème que j'avais pas forcément en tête. C'est le fait que qu'en fait, c'est une technologie qui devient de plus en plus chère à produire, alors que normalement, ça devrait être l'inverse, en fait, si on voulait atteindre une rentabilité. Et du coup, c'est ce qui pourrait faire s'effondrer tout le château de cartes, parce que le jour où il y a une entreprise d'IA, en fait, il y a une grande chance, c'est qu'en fait, imaginons que demain, un Anthropic s'effondre, ça pourrait emporter avec lui d'autres boîtes, parce que, un peu comme les banques, en fait, vous voyez, quand une banque s'effondre, bah, en fait, toutes les autres derrière, elles sont dans la merde, parce que, bah, l'argent, il était là-bas aussi, et qu'en fait, une banque, quand elle disparaît, ça fout une merde pas possible. Et du coup, je pense que pour l'IA, ça pourrait être exactement pareil parce qu'il y a des systèmes d'interdépendance en fait entre ces acteurs-là et tout. Donc voilà, Anthropic s'effondre, ma PME coule, hein. Mais toi, du coup, c'est dingue, c'est qu'en fait, du coup, tu es le seul mec de ta boîte à pas utiliser Claude, du coup, au travail. Tu te fais pas engueuler par tes boss, genre? Pour rappel, Noman, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mec de mon chat que vous ne voyez pas YouTube. C'est quelqu'un du chat qui est développeur. Mais, et du coup, lui, il dit beaucoup qu'il n'aime pas utiliser l'IA générative, notamment pour le code, que c'est un truc qu'il aime bien faire à la main. Mais si tous les développeurs l'utilisent au travail, je me demande du coup comment ça se passe. Je me demande comment ça se passe. Ça peut difficilement s'effondrer du jour au lendemain. Par contre, les prix peuvent augmenter très rapidement. Oui, 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 c'est clair. Non, j'utilise un peu, mais pas de dingue par rapport à des collègues. Ok, je comprends. Et j'imagine que c'est poussé en interne, non? Tu nous diras. Bref, voilà, sujet intéressant. Hop, on passe. Ça, pareil, ça m'a surpris. L'IA de Google a cité Facebook 19,5 millions de fois selon une nouvelle étude. C'est un sujet de tension un peu, oui. Ouais, je comprends. Selon une nouvelle étude, les aperçus de l'IA de Google s'appuient discrètement sur les réseaux pour répondre aux questions du quotidien. Facebook, à lui seul, est apparu 19,5 millions de fois. Pour les marques, cela redéfinit la carte de leur visibilité. Attendez, éternuement. Ça veut pas venir. Ça va venir. Allez. D'ailleurs, c'est pas n'importe quelle IA de Google, hein, c'est AI Overview, je crois. Bon, on va voir ça ensemble. Alors, lorsque l'IA de Google répond à une question, elle consulte de moins en moins un site web, mais une publication Facebook. De nouvelles données indiquent que les plateformes sociales sont devenues une source essentielle pour les réponses de l'IA de Google. Souvent, l'utilisateur ne consulte même pas la plateforme. Ces conclusions proviennent de Bright Edge, une entreprise spécialisée en référencement naturel. Son outil d'analyse son outil analyse environ 300 millions de recherches mensuelles. Comme pour toute étude réalisée par un seul fournisseur, les chiffres sont propres à Bright Edge, mais la tendance observée est indéniable. Selon Bright Edge, Facebook est apparu comme source dans 19,5 millions de rapports d'analyse de l'IA de Google, Instagram 877 000 fois et TikTok 78 000 fois. Autrement dit, l'entreprise estime qu'une recherche sur 15 trouve désormais sa réponse sur les réseaux sociaux. Cela fait des plateformes de Meta, selon elle, la principale source d'alimentation de l'IA de Google. C'est dingue ça.
Moi, j'aurais cru que c'était Reddit, par exemple. Ce changement reflète le fonctionnement de l'IA. Celle de Google se comporte davantage comme un chercheur. Au lieu de renvoyer vers les sites web d'une marque, elle s'appuie sur les discussions plus larges autour d'un sujet, publications, vidéos, fils de discussion communautaires et contenus créés par les utilisateurs alimentent la réponse. L'affirmation la plus frappante est que l'IA de Google ne considère pas les réseaux sociaux comme un ensemble homogène. Elle semble privilégier différentes plateformes pour différentes tâches. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire, je ne sais pas si c'est l'IA qui fonctionne comme ça de base ou si c'est les chercheurs qui ont configuré l'IA comme ça, ou est-ce qu'elle-même, elle a appris, entre guillemets, à rechercher comme ça. Mais c'est marrant elle a des préjugés sur des plateformes où elle se dit, bah en fait, il y a des plateformes qui vont être plus intéressantes que d'autres. Bright Edge le décrit comme un réseau d'experts. Facebook se concentre sur les signaux locaux et communautaires, Instagram traite du style de vie et du lifestyle quoi et de la culture, TikTok des tendances virales et des bons plans, Reddit des expériences d'achat et YouTube des tutoriels. Les exemples le rendent concret. Pardon. Facebook s'est imposé pour les questions pratiques et urgentes comme un rappel de voiture ou la question de savoir si un parc d'attractions était ouvert. Instagram, quant à lui, s'est orienté vers la culture et le shopping, de la bague de fiançailles d'une célébrité au ferry pour la côte amalfitaine. L'étude cite même des publications précises. Une publication Facebook des Reds de Cincinnati a généré une requête sur l'événement sportif en direct estimée à 11,6 millions de recherches mensuelles. C'est énorme. Une publication Instagram a généré une requête sur les applications de paiement mobile. Voilà. C'est intéressant de voir aussi que les IA, du coup, elles sont configurées pour utiliser les réseaux selon une manière de faire précise, quoi. Pour les spécialistes du marketing, le message, bon, ça c'est pour les marques, on s'en fout. Et après, c'est fini. C'est un peu du digital labor. Les utilisateurs n'ont pas consenti à nourrir les IA. Ah ben moi, vous savez très bien ce que j'en pense, hein. J'en ai parlé plusieurs fois, mais moi, je crois en la théorie d'un prolétariat numérique. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous des prolétaires du numérique. Parce que notre force de travail, du coup, maintenant, c'est plus que notre force de travail qui est utilisée, c'est notre force d'agir, c'est notre force, c'est notre manière de créer du contenu, notre manière de publier sur les réseaux qui sont, du coup, souvent des choses qui relèvent de l'espace personnel et non professionnel est utilisé pour alimenter des trucs et faire de la captation de valeur. On est littéralement aliéné par ces algorithmes-là, par ces IA-là, et on capte de la valeur sur des trucs qui nous appartiennent à nous, normalement, tu vois. Euh, il fait les mêmes conclusions qu'Antonio Casilli. Je sais pas qui c'est, mais j'en ai parlé plusieurs fois en stream durant cette année, en vrai. Durant l'année de Radio Matin et tout, j'en parlais plusieurs fois, je crois. Moi, je crois en ma théorie du prolétariat numérique. Et d'ailleurs, l'un des trucs pour lesquels je plaide, c'est que ce prolétariat numérique, il doit prendre. En fait, quand on parlait de conscience de classe avec le marxisme et le communisme, pour moi, on doit faire exactement la même chose aujourd'hui. On doit faire en sorte que le prolétariat numérique, qui constitue du coup quasiment la Terre entière, prenne conscience de qui il est et des trucs qui sont littéralement, qui lui sont infligés. Et d'ailleurs, aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension culturelle de la chose, parce que Internet, au-delà d'être simplement un espace de production, de valeur, etc., c'est aussi un espace de culture. Et moi, je pense que ce prolétariat numérique, il a aussi à prendre conscience de sa propre culture pour la valoriser. Je pense qu'il y a bien évidemment la partie capitalisme, la partie classe sociale, captation de valeur, etc., domination, qui est très importante et qui doit être un sujet, comme le dit No Man's, internaute de tous les pays, unissez-vous, exactement. Mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience culturelle à avoir de ah, mais en fait, on a une culture qui existe en fait. La culture internet, elle existe. Et du coup, parce qu'il faut prendre conscience que cette culture, elle existe, et ben en fait, en fait, pardon, si on prend conscience que cette culture existe, ça donnera derrière des impératifs de préservation, de mise en valeur de cette culture, d'étude de cette culture pour la rendre plus, pour lui accorder le traitement qu'elle mérite, vous voyez et, euh, et ça, pour moi, c'est important aussi. Voilà. Ceux qui ont des données à la main, les ouvriers du clic. Par exemple. Mais par exemple. Mais en fait, il y a des gens qui. Il y a plein de. Et en plus, il y a plein de strates sociales sur Internet, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, moi, c'est un peu ma take. Et je pense que il faudrait des bouquins de référence sur le sujet. À un moment, je voulais en écrire un justement sur la prise de conscience culturelle. C'est prenez conscience que vous vivez dans un espace culturel qui est Internet. Prenez-en conscience parce que c'est important pour que vous puissiez préserver votre culture en fait. Pour que vous puissiez la valoriser, pour que vous puissiez la faire subsister en fait. Et ça pour moi je trouve ça, c'est un de mes combats et
J'aimerais toujours faire un bouquin sur ce sujet, mais en fait, faire un bouquin, ça demande du temps. Et c'est un temps que je n'ai pas, étant donné que pour le moment, je n'ai pas de travail. Donc, et justement, je cherche. Je cherche et écrire un bouquin. En vrai, ça pourrait être le moment, justement. Mais pour être honnête avec vous, en ce moment, j'ai besoin de vacances. Je n'ai pas pris depuis décembre. Et mine de rien, je bosse tous les matins. Donc je suis toujours pas en vacances, même si je suis plus tranquille et j'ai besoin de me reposer et de jouer un petit peu. Bref, voilà. Donc voilà, sujet super intéressant, moi qui m'a pas mal passionné. Alors ça, c'est dingue. L'intelligence artificielle rédige les messages de vos rendez-vous, de vos dates, quoi. Les applications de rencontres affirment être impuissantes face à ce phénomène. 49% des membres de la génération Z ont déjà utilisé l'IA pour trouver l'amour. Le PDG de Match, donc le groupe qui détient Tinder, etc., dit on n'y peut pas grand-chose. Celui de Hinge affirme les rencontres c'est compliqué, personne ne semble vouloir fixer de limites. Alors, ça c'est dingue. Les célibataires utilisent ChatGPT et Claude pour leurs conversations sur les applications de rencontres. Ils demandent à ces modèles de rédiger des réponses, d'analyser les erreurs commises et de générer des phrases d'accroche. Cette pratique, appelée chat phishing, a entraîné une augmentation de 5000% des recherches sur Google et une multiplication des publications sur Reddit et des confessions sur TikTok. Selon un rapport de Match Group et de l'Institut Kinsey, 26% des adultes américains et 49% des membres de la génération Z ont déjà utilisé l'IA pour les aider dans leurs rencontres, que ce soit pour choisir des photos, rédiger leur bio ou écrire des messages. Terrible. Et les plateformes de rencontres ne font quasiment rien à ce sujet. Mais comment tu veux qu'elles y fassent quelque chose en fait? C'est ça qui est terrible, c'est comment tu veux qu'elles y fassent quelque chose. Enfin, le problème n'est pas que les gens reçoivent des conseils. Les célibataires ont toujours demandé à leurs amis comment réagir. Le problème, c'est que la personne à l'autre bout de la conversation n'existe peut-être pas sous la forme présentée. Une femme en Virginie a repéré le problème lorsque son match Hinge a utilisé des expressions comme créer une playlist pour chaque moment de vie, une formulation qu'aucun humain n'emploierait naturellement. Confronté, il a admis utiliser Claude. Une femme à San Diego a décrit un appel téléphonique où l'homme semblait lire un script généré par un chatbot. Des chercheurs de Wharton ont constaté que les actions acceptent les réponses de l'IA dans 80% des cas, ça pour le coup c'est dans ma veille d'hier, même lorsqu'elles sont erronées. En fait, moi ce qui me fait peur, là c'est la dystopie, oui, clairement. Mais pire, ils vont directement l'intégrer à terme. Tu rencontres la personne en vrai, elle a plus de conversations, elle a plus de conversations, moi ça me terrifie. Moi j'écris de la moitié des messages avec de l'IA, sauf les chats Twitch, trop d'anxiété sociale sinon. Moi, ce que je fais pour le coup, c'est que mes mails, je les fais beaucoup écrire par IA parce que les mails pro et tout, c'est chiant à écrire. Il faut trouver des formulations pour que tout le monde soit. Ah, c'est bon, c'est pas trop vulgaire, la façon dont c'est écrit et tout. Donc, ça, pour le coup, je délègue. Mais des messages écrits par IA, ça ne m'est jamais arrivé, hein, pour le coup. Mais à vrai, en fait, la question, c'est de. En fait, ce qui est intéressant à essayer d'analyser, c'est de comprendre pourquoi. Et pourquoi il se passe ça. En fait, la vérité, c'est que je pense que le marché de l'amour, aujourd'hui, c'est un marché qui est saturé. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, je pense, et je pense que ça aurait été bien que cette étude elle fasse une distinction, c'est j'aimerais savoir quel est le pourcentage d'hommes qui fait ça versus de femmes. Et je pense que ça concerne énormément d'hommes. Énormément d'hommes. Et la vérité, je vais vous dire quoi? Je pense que ça va augmenter la qualité des messages reçus par les femmes. Parce que pour vous dire, mais waouh, les meufs qu'elles reçoivent sur les applications de rencontre, les mecs ne font aucun effort, hein. Donc au pire, tu sais quoi, vas-y, utilisez l'IA. En gros, je pense que ces outils-là, ils sont utilisés parce qu'il y a une forme de médiocrité masculine globale dans la discussion par SMS, etc. Je pense que les hommes sont fondamentalement médiocres au global dans leur discussion, dans leur drague numérique. Ce qui fait qu'ils ne pécho pas. Et du coup, ils sont en mode, mais je sais pas quoi faire et tout, machin. Et bah, du coup, ils finissent par utiliser l'IA parce que l'IA écrit mieux qu'eux. Parce que l'IA, elle s'intéresse mieux à la personne qu'elle-même, en fait. Et du coup, cette médiocrité-là, en fait, la question, c'est. Et du coup, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les hommes sont si médiocres à discuter à faire de la drague numérique, tu vois. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, je pense que déjà, il y a. En fait, ce qui m'énerve, c'est que, on le sait, il y a à peu près 16% de femmes pour, du coup, bah, tout le reste d'hommes sur ces applications-là. Du coup, déjà, les mecs sont. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas de remise en question. En fait, déjà, oui, effectivement, il y a peu de meufs.
Mais justement, en fait, ça devrait t'obliger, toi, à essayer de sortir du lot et à devenir meilleur. Vous voyez? Mais en fait, non. Non, non, ces gens-là restent médiocres dans leur drague et je sais pas, je trouve ça un peu dingue. Je trouve ça un peu dingue, en vrai de vrai. Mais du coup, ils remplacent cette médiocrité par l'IA. Je vais demander à l'IA si j'ai bien fait. Il y a 53 ans pour mon chat. Hihihihi. Salut mamie, tu vas bien? T'as bien fait, t'as bien fait. T'as très bien fait même. Sinon, je serais pas là en plus. J'imagine tellement certains hommes en train de faire des prompts pour envoyer 100 fois le même message. Mais ouais, c'est dingue quand même. C'est dingue. Mais du coup, moi, je pense que c'est un peu ça que j'aimerais bien avoir un peu comme suite de l'étude. C'est pourquoi les hommes font ça. Pourquoi ils sont obligés. Mais moi, je pense qu'ils sont nuls. Et pourquoi les hommes sont nuls, du coup, à ce sujet. Et je pense que c'est un problème de. Je pense que c'est un problème, déjà, c'est que la. En fait, je vais vous dire pourquoi je pense que. Je vais vous dire pourquoi. Le monde de la lecture, de la littérature, c'est des domaines qui sont aujourd'hui historiquement, même si à la base c'était pas le cas, aujourd'hui, le domaine de la littérature, de l'écriture, etc., c'est quelque chose qui est perçu comme étant féminin. Et je pense que savoir écrire par message de la drague, savoir écrire de... En fait, pour moi, savoir écrire par message, ça demande des compétences d'écriture. Ça demande des compétences d'écriture que tu n'as pas forcément quand tu ne lis pas, quand tu n'as jamais tenté d'écrire, quand tu n'as jamais fait aucun effort, parce qu'en fait, ça ferait trop. T'es une femme, tu vois. Ça demande aussi la drague de savoir se projeter dans l'autre, ça demande aussi de savoir écouter l'autre, de savoir lui répondre, de savoir s'intéresser à cette personne-là. Et ça, pareil, je pense que c'est des trucs qui sont liés au patriarcat, etc. Et en fait, je pense qu'il y a ce truc-là. Je pense pas que ce soit une question d'ils osent plus draguer. Je pense que c'est une question de vraiment de pas savoir faire. C'est que je pense qu'il y a un manque de savoir-faire parce que ils sont nuls en fait. Ils sont nuls parce qu'ils arrivent pas en fait à, à se, à se plonger dans les autres. En fait, ils n'arrivent pas à entrer en connexion avec quelqu'un parce qu'en fait ils sont trop centrés sur eux-mêmes ou bien parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les affects de la personne en face parce qu'on leur a jamais appris à le faire parce que vrai homme ne s'intéresse pas aux autres particulièrement et à leurs émotions. Et du coup, en plus, tu mixes ça avec le fait que les messages demandent une certaine compétence technique d'écriture et un savoir-faire, mine de rien. Moi, je pense. Moi, on m'a souvent dit que j'écrivais bien, tu vois. Donc, ouais, parce que j'ai beaucoup lu. Et je pense que c'est des compétences que beaucoup d'hommes n'ont pas parce qu'en fait, ils ne veulent pas faire cet effort-là. Parce que ce serait trop être comme une meuf. Et du coup, en fait, ça revient encore une fois à un problème de patriarcat et tout ça, quoi. Defend Intelligence avait fait une vidéo là-dessus où il avait des bots IA sur les tables de rencontre et les résultats étaient terribles. Ouais, je l'ai vu cette vidéo, c'était dingue. On est dans le film Obsession. Des incels incapables de séduire utilisent une IA plutôt qu'un souhait pour forcer. Ah, tu sais que j'ai pas vu Obsession, mais j'ai découvert du coup le plot du film. J'ai lu le synopsis. Je l'ai pas vu, mais j'ai lu le synopsis du coup il y a 2 3 jours. Et c'est vrai que ça m'a fait exactement penser à ça. T'as complètement raison, Moklofer. Écrire un message d'accroche de ligne, c'est super dur. Il faudrait que des agences de pub se penchent sur les sujets plutôt que de nous refourguer des SUV de merde qui nous butent et nous empoisonnent. Ah, pour moi, c'est plus que. En fait, et puis, oui, comme je te dis, il y a le mécanisme aussi de ces réseaux-là. En fait, tu vas. Donc, déjà, en gros, manque de savoir-faire dans la drague de base parce que les hommes ne savent pas s'intéresser aux autres. Tu ajoutes à ça le savoir-faire littéraire qui n'existe pas parce qu'ils trouvent que les femmes, que la littérature et savoir écrire, c'est un truc de meuf. Et en plus, le fonctionnement des plateformes de rencontres qui demandent un savoir-faire au niveau des accroches, qui demandent une certaine forme, en fait, où il y a une concurrence qui est terrible et qui pousse, en fait, je pense, des mecs à devenir fous, en fait. Je pense que vraiment que la concurrence, elle est tellement terrible, en fait, et le fonctionnement où tu dois toujours envoyer un message d'accroche. En fait, tu dois réfléchir à un hook, comme si tu étais sur les réseaux comme si tu étais sur TikTok, en fait. Faut savoir hooker la personne en face. C'est dingue, non? Et ça, tu vois, bah, en fait, pareil, c'est le fonctionnement de ce truc-là, bah, fait qu'en fait, je peux comprendre que des gens utilisent l'IA. Plus de romantisme, il faut aller toujours trop vite. Oui. Non, mais je suis d'accord. Moi, ces applis-là, moi, j'en ai utilisé des applis comme ça. J'en ai utilisé, je n'ai jamais utilisé d'IA là-dessus, mais j'ai utilisé. Et si un jour je redeviens célibataire, ce que je ne m'espère pas et que je ne pense pas, mais je ne pourrais, enfin, franchement, je ne peux pas mettre là-dedans. C'est une machine en plus à briser les gens et à les rendre tristes et pas sûrs d'eux, etc. Moi, non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. C'est horrible. Bref, on va changer de sujet, mais c'était un sujet très intéressant. Ah ça, alors ça, quand j'ai lu ça, j'en revenais pas.
Le Parlement européen développe sa propre IA pour empêcher les députés européens de copier-coller des projets de loi dans ChatGPT. Oui, messieurs, dames, les députés européens et leurs collaborateurs rédigent des discours, des questions et des amendements à l'aide de l'IA. Le Parlement européen prévoit de leur fournir un chatbot officiel afin qu'ils cessent de copier-coller des projets de loi dans les outils publics. Avec ta moustache, t'as ton hook déjà. C'est vrai que j'ai l'impression que les gens aiment bien ma moustache. Ça me fait plaisir parce que je l'aime beaucoup aussi. Le Parlement européen a un problème avec l'IA et sa solution, plus d'IA. Les parlementaires utilisent des chatbots publics pour les aider à rédiger des lois. L'institution met donc en place une plateforme officielle pour encadrer cette pratique. Vous imaginez nos parlementaires européens utilisent ChatGPT pour rédiger des lois. Et je pense que c'est pareil à l'Assemblée nationale, etc., bien sûr, en France. Hein. L'outil interne baptisé UpGen AI Hub, fait encore moins sexy, permettra aux députés européens et à leurs collaborateurs d'accéder aux modèles de Meta, OpenAI, Anthropic et Mistral. Le Parlement le teste actuellement et pourra le déployer en septembre, selon Politico. Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant L'intelligence artificielle, c'est... Moi, je sais pas encore, je serai un late adopter of the moustache. Bah, moi, j'ai que ça, en fait. C'est ça le truc, c'est que sinon, j'ai pas de barbe. Donc, malheureusement, j'ai que cette moustache pour moi. L'IA s'est discrètement, du coup, immiscée dans le travail quotidien du Parlement. Environ 2100 personnes, soit près de 20% du personnel, l'utilisent chaque jour. Vous imaginez? La question qui se pose est celle de son impact sur le droit. Lors d'une réunion ce mois-ci, plusieurs présidents de commission ont tiré la sonnette d'alarme. Des eurodéputés et leurs assistants s'appuient sur l'IA pour rédiger des amendements et autres travaux législatifs. Les signes sont flagrants. Une augmentation du nombre d'amendements nécessitant une traduction, des styles d'écriture reconnaissables et parfois des références erronées à une loi inexistante. Bande d'abrutis. Bande d'abrutis. Vous êtes élus et vous ne relisez même pas les textes que vous écrivez avec l'IA, bande de connards. Ça m'en fout. Le Parlement n'a pas été épargné par les erreurs et les contenus trompeurs générés par IA, a déclaré Brando Benifei, le député qui a piloté la loi européenne sur l'IA. C'est dingue. C'est dingue que des élus européens ne savent pas écrire une loi sans IA aujourd'hui et ne savent pas la relire. Et du coup, c'est quoi le projet La plateforme permet aux utilisateurs de choisir leur modèle en fonction de la sensibilité de la tâche. Certains modèles fonctionnent au sein des systèmes du Parlement, comme Llama de Meta, GPT OSS d'OpenAI et Mistral Small. D'autres sont des services externes plus puissants tels que ChatGPT, Claude et Sonnet d'Anthropic. L'objectif est d'empêcher les fonctionnaires de diffuser des documents parlementaires dans des applications publiques non contrôlées. Le Parlement a déjà présenté ce dispositif à son personnel lors d'ateliers dont l'un promettait de les aider à travailler plus efficacement et plus rapidement. C'est dingue, c'est dinguissime. C'est dinguissime, c'est dinguissime. Je suis réel si je dis que ça me terrifie. Non, pour le coup, là, c'est terrifiant. De voir que des lois sont rédigées grâce à des IA, c'est dinguissime. En fait, des personnes qui sont très bien payées et qui, en plus, sont... Enfin, je sais pas, genre, c'est des privilégiés, tu vois. Ils rédigent des lois avec des IA, mais est-ce que vous avez besoin de ça? En fait, la question que je me pose, c'est... Il n'y a pas de problème de temps d'écriture dans... On s'est jamais dit que... on manquait de temps pour écrire des lois dans ce pays, dans ce monde. C'est pas le temps qui manque. Le temps qui manque, c'est pour les voter, mais c'est pas pour les écrire. Donc là, le temps qu'ils gagnent, c'est du temps qui vont faire à quoi avec derrière? C'est du temps à rien à foutre en fait. Oh mais désolé, mais en fait, ces gens-là n'ont pas besoin de gagner de temps. C'est pas ça qu'on leur demande. Justement, prenez du temps. Prenez du temps pour écrire des lois, bon sang, bonsoir. Et relisez-les. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça que je dis qu'ils gagnent du temps à ne rien faire, c'est qu'ils ne le prennent même pas le temps de relire après. C'est quand même dingue. Pour les écrire un peu quand même, mais parce qu'ils ont des équipes pour ça, qui sont payés pour ça. En fait, il n'y a pas de manque de temps pour l'écriture, ça prend du temps d'écrire, mais c'est leur métier. Et le problème, c'est jamais que les lois mettent du temps à être écrites. Le problème, c'est qu'on met du temps à voter parce qu'il y a trop de projets de loi, justement. Donc, c'est le bordel. Il y a pas assez de députés, etc. Il n'y a pas assez de tout ça, tu vois. Il n'y a pas assez de chambres différentes et tout. Enfin, le fonctionnement fait que c'est compliqué de voter constamment. Mais du coup, c'est ça le gros problème, en fait. C'est pas le fait qu'il y ait une écriture qui soit lente. Du coup, en fait, ils gagnent du temps, juste ça. Ils gagnent du temps pour rien foutre à côté.
Ça me rend dingue. Et en plus, du coup, derrière, ils ne vérifient pas, ils font des erreurs, et derrière, on délègue l'écriture de loi par des IA, quoi. C'est super dangereux. Enfin, c'est pas. Enfin, demain, on aura des lois qui seront votées, qui ont été écrites par des IA, quoi. Enfin, je trouve ça dingue. Mais je dis pas que je dis pas que ça demande pas beaucoup de travail. Je dis que ce n'est pas le problème je dis que ce n'est pas le souci. Ces gens-là sont payés pour faire ça. S'ils prennent 6 mois à écrire une loi, bah, ils prennent 6 mois. Mais in fine, dans tous les cas, on va jamais retarder une loi, le vote d'une loi parce qu'elle n'a pas fini d'être écrite. Ça n'existe pas. Le problème, ce n'est pas le temps d'écriture. C'est bien que ce soit. En fait, justement, c'est bien que ça prenne du temps à être écrit. C'est bien. C'est important même. Le problème de fond, c'est plutôt qu'on peut pas, on peut pas s'occuper tout en même temps et que effectivement, bah, il faut privilégier des lois plutôt que d'autres. Et du coup, ça fait que parfois des lois qui devaient être votées il y a des années l'ont pas encore été. Ça, c'est un problème. Mais c'est un problème d'ordre du jour. C'est un problème de justement, il y a trop de lois à voter. Il n'y a pas un problème de temps d'écriture. Au contraire, on devrait prendre encore plus de temps pour écrire. C'est ça mon point là. C'est ça qui me rend ouf. J'avoue qu'à chaque fois que je regarde, ils votent des 2 tonnes de lois très grosses en termes de volume, donc l'usage de l'IA ne m'étonne malheureusement pas avec les amendements à écrire par exemple. Moi, ça me choque, moi. Mais d'accord, je sais que tu cautionnes pas, mais moi, ça me choque personnellement. Oui, enfin, les équipes sont pas infinies quand il faut déjà financer les mecs qui beurrent des tartines de ton grand daron. Bah, en fait, le problème déjà aussi, c'est que, en gros, moi, pour avoir un pote qui bosse là-dedans, on lui demande d'écrire des lois, mais on lui demande aussi de gérer les comptes du candidat, de l'élu, tu vois. Donc déjà, en fait, ils ont pas de... Enfin, désolé, mais pourquoi est-ce qu'un mec qui est censé être un professionnel de l'écriture des lois se retrouve à gérer la communication? C'est pas des métiers différents, ça? Pardon, hein, mais... Moi, je trouve ça dingue. Bref, je trouve ça dingue. Ça me rend zinzin, ça me rend zinzin. Bref, du coup, j'ai appris ce chiffre-là, et du coup, en vrai, bon, bah écoutez, ce qu'ils vont mettre en place, là, j'y crois pas trop. Moi, il faudrait avoir une IA, point barre, et interdire l'utilisation des autres IA pour ce genre de travail-là. C'est tout. C'est tout. Bref, c'est impossible à faire. De toute façon. Bref, c'est chiant de fou. On va continuer sur les IA. La grande panique autour de l'IA open source a commencé. Ouais, j'ai vu ce truc-là, c'est assez marrant. Vous vous souvenez de la première publication du modèle d'IA open source chinois DeepSeek et de la panique générale qui s'en était suivie. Bienvenue dans la deuxième phase. La semaine dernière, le laboratoire chinois d'IA Moonshoot AI a dévoilé son dernier modèle Kimi K3, proposant un véritable tollé, provoquant pardon. Dean Ball, récemment nommé responsable de la stratégie future chez OpenAI, s'est même longuement penché sur l'approche open source, qualifiant cette absence de cloisonnement du développement de l'IA de risque, la rendant ingouvernable. Ball a déclaré que Kimi K3 est compétitif face aux meilleurs modèles américains, ce qui semble se confirmer. Cependant, il émet des doutes quant à l'approche open source. Je suis personnellement surpris que l'État chinois continue d'autoriser l'accès libre à des modèles aussi performants compte tenu des risques potentiels, a-t-il déclaré. Pour être clair, je pourrais moi-même accepter que des modèles présentant ce niveau de risque marginal soient accessibles à tous, mais je suis surpris que la Chine l'accepte. Parce que l'open source, c'est que du coup ton code il est ouvert à tout le monde et tout le monde peut voir ce qui se passe dedans. Moi, je trouve ça très bien, c'est ce qui permet de faire de la recherche collective, etc. C'est très bien. Mais je peux comprendre après que du coup tu peux te dire, ouais, mais un modèle qui serait accessible comme ça, par exemple, imagine une organisation terroriste qui récupère ces modèles-là, comment on fait? Qui crée son modèle d'IA ultra puissant, comment on fait? Bon, il y a peu de chance, tu vois, mais ils peuvent l'utiliser déjà. Donc, bon. Et du coup, il y a un peu des risques, il y a un peu cette peur-là. OpenAI contre le l'open source, bon, ouais. Le véritable grief. Oh putain, mon iPhone, il reste que 20% de charge. Comment ça se fait? On va se dépêcher. Le véritable grief de Ball semble être que les modèles open source impactent négativement les résultats financiers de son entreprise. Il qualifie l'open source de décalage par nature, sous-entendant qu'il ralentira le développement de l'IA et affirme à terme les modèles à pondération ouverte découragent les investissements en IA,
Selon lui, cela mènerait à un communisme total de l'IA plutôt qu'un produit marchand. L'IA est un bien public qui sera finalement fourni par l'État sous forme d'une infrastructure publique numérique. Ce futur me paraît être un enfer dystopique, mais je n'ai jamais rencontré de partisans de modèles à pondération ouverte. Et ben moi je suis pour. Ce n'est pas une dystopie, chers amis. C'est trop bien. Et on doit y aller justement. On doit y aller et il faut juste des bons contre-pouvoirs. Ce qui fait peur avec le communisme de ces gens-là, c'est qu'ils ont peur d'un État qui est totalitaire. Et je le comprends. Mais en fait, si tu mets des bons contre-pouvoirs et des organisations citoyennes qui sont des tiers de contrôle, il y a moins de soucis qui peuvent avoir lieu. Et voilà, en fait, c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire, du contrôle citoyen. Mais ces gens-là n'arrivent pas à l'imaginer parce qu'ils se sentent tout-puissants et qu'ils pensent avoir la raison. Bref, voilà. On comprend mieux pourquoi est-ce qu'il a peur de ça. Ça me fume de rire. Putain, mais comment ça se fait que ma caméra, elle s'est vidée aussi vite? D'habitude, je suis à 20%. Elle cherche pas ou quoi, là? Peut-être parce que j'ai mis de la... Ah, mais je pense que c'est parce que j'ai fait du 60 FPS. Je pense que c'est pour ça depuis tout à l'heure. On va passer en 30 FPS. À mon avis, c'est ça le problème, en fait. Je pense que c'est parce que j'ai mis du 60 FPS sur la caméra et à mon avis, c'est de la foutre à genoux. Oupsie. Ah, ça pareil, trop drôle. L'initié synthétique. Comment les deepfakes basés sur l'IA ont transformé le faux employé en une menace pour l'entreprise. Vraie histoire. L'IA a rendu la falsification d'un visage, d'une voix et d'un CV peu coûteuse. Cela a engendré un cauchemar pour l'entreprise, l'employé synthétique, un faux employé qui parvient à se faire embaucher par la force de sa persuasion. Des IA qui se font embaucher. En gros, il y a des gens qui utilisent des IA pour se faire embaucher et qui derrière, du coup, gagnent de l'argent grâce à ça. C'est trop drôle. Euh, les menaces internes, nanana, ce sont les plus délibérées. L'exemple le plus flagrant est un système nord-coréen démantelé l'an dernier par le département de la justice américain. Des agents avaient obtenu frauduleusement des emplois à distance dans une entreprise américaine. Leur objectif était de percevoir des salaires et de voler des données pour le compte du régime sous sanction. Selon les autorités, ils ont utilisé les identités volées de plus de 80 Américains pour se faire embaucher dans plus de 100 entreprises. Cela a rapporté plus de 5 millions de dollars à Pyongyang. 8 personnes résidant aux USA ont par la suite été condamnées pour avoir géré des fermes d'ordinateurs portables, c'est-à-dire des installations informatiques dans des foyers américains permettant de faire passer des travailleurs étrangers pour des locaux. C'est dingue. C'est à la fois du coup des gens qui vont utiliser ces outils d'IA là pour de l'espionnage industriel, par exemple, qui vont se faire passer pour d'autres personnes et en fait du coup récupérer des données. Mais aussi il y a le simple fait que en gros, tu peux du coup obtenir un job de manière plus simple parce que du coup tu te fais passer pour quelqu'un d'autre et du coup potentiellement tu gagnes de l'argent grâce à ça. Mais il y a des mecs qui font donc ça. Après j'ai envie de dire si tu bosses normalement écoute, t'as juste été filouté et tu passes pour quelqu'un d'autre, etc. Et si tu fais ça juste pour avoir un job, je peux comprendre, tu vois, ça me dérange. Enfin, disons que c'est pas le scandale du siècle, mais en fait, il y en a qui font un truc, c'est que ils se font embaucher à plein de boulots différents via du coup ces trucs-là. Et derrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils automatisent tout leur job avec du coup de l'IA agentique et ils vont percevoir comme ça plein de salaires pour des boulots qu'ils font pas parce qu'en fait, c'est des IA qui vont faire le boulot à leur place. Mais eux, ce sont des employés fictifs. C'est fou, non? C'est fou. Bref, je connaissais pas ce truc-là, je voulais vous en parler parce que je trouve ça marrant, c'est un peu étonnant, quoi. Alors ça, quand je l'ai lu, pareil, c'est terrifiant. Selon certaines informations, Trump Media aurait proposé aux traders un accès aux publications du président pour 100 000 dollars. Non, vous allez voir, c'est une dinguerie. Vous allez voir, c'est une dinguerie, une dinguerie, une dinguerie, une dinguerie. Trump Media et Technology Group pourraient demander aux sociétés de courtage financier environ 100 000 dollars par mois pour un accès ultra rapide aux publications Trousse sociale de Donald Trump, un prix qui transforme les écrits du président en un produit par abonnement. Selon les informations communiquées au journal par des personnes au fait des discussions, cette approche propose aux fonds spéculatifs et aux traders algorithmiques un flux de données lisibles par machine livré à la milliseconde. Le principe est on ne peut plus clair. Les publications de Trump influencent régulièrement les marchés, qu'il annonce des droits de douane, menace une entreprise cotée en bourse ou reviennent sur une décision 2 jours plus tard, et la société qui s'est construite autour de sa propre plateforme de médias sociaux parie qu'avoir quelques millisecondes d'avance sur tout le monde vaut bien un certain prix. C'est dingue. Un simple,
un simple message concernant les tarifs douaniers où une entreprise nommée à plusieurs reprises fait fluctuer les cours boursiers en quelques minutes. En gros, en gros, Trump utilise son influence en tant que président pour faire fluctuer les cours en bourse et veut maintenant monétiser cette influence qu'il a parce que du coup les traders avoir accès à ses tweets quelques millisecondes avant tout le monde permettrait à des algorithmes de trading de prendre des décisions avant tout le monde et du coup d'être les premiers de gagner des milliards de dollars. C'est dinguissime. C'est dinguissime. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Il monétise son influence en tant que président des États-Unis. C'est vraiment ça qu'il fait. Je trouve ça dinguissime. Franchement, je suis choqué. Le fait qu'il le fasse de manière aussi naturelle, je me dis, mais c'est quand même dingue, quoi. Et personne, enfin, je sais pas, il y a pas de rébellion partout dans les rues dans toutes les États-Unis, là. Là, les gens trouvent ça normal, là. Voilà. Je, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Je tenais à vous le dire, je tenais à vous diffuser cette news parce que je trouve ça dingue. Voilà. Allez, on va essayer. Allez, attends, ça sera la news de fin. Ce sera la news de fin pour un peu plus de bonne humeur. Salut Noman, passe une bonne fin de journée. YouTube sévit contre les contenus inappropriés et les erreurs d'intelligence artificielle. En gros, dans une vidéo publiée par Creator Insider, la chaîne officielle de YouTube dédiée aux activités des créateurs, a analysé en détail la manière dont YouTube gère les contenus générés par IA. L'entreprise semble toutefois préférer éviter d'utiliser cette appellation. Elle les classe plutôt en 3 catégories. Les contenus génériques et répétitifs, les contenus déplaisants et manipulateurs sur le plan émotionnel et les avatars d'IA. Ces 3 catégories sont actuellement interdites par YouTube, ce qui les empêche d'être monétisées conformément aux règles du programme partenaire. YouTube impose techniquement des restrictions à ce type de contenu depuis l'année dernière, date à laquelle la plateforme a commencé à reprendre le contrôle après avoir laissé l'IA proliférer d'une manière incontrôlée. À l'époque, l'entreprise avait jeté les bases d'une lutte contre les contenus inauthentiques, ciblant notamment les comptes produisant en masse des vidéos répétitives. Donc en gros, là, ils vont lutter contre ça, démonétiser tout ça. En clair, l'entreprise refuse catégoriquement les contenus manifestement bâclés, mais laisse la porte ouverte aux contenus produits par IA qui répondent à un critère de qualité implicite. En fait, et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que du coup, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'est-ce qui, selon YouTube, est de la qualité ou pas? C'est ça que je comprends pas. En fait, c'est que c'est ultra subjectif, en fait. Caméra, il reste que 10% de charge sur mon iPhone, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Pourquoi il se décharge à cette vitesse-là? C'est dingue. Mais c'est dingue. Comment ça se fait, wesh? Bon, bref, pardon. J'essaie de finir ce live. Donc voilà. Et en fait, moi, ce qui m'étonne, moi, c'est l'arbitraire. C'est qu'est-ce qui fait. Alors, moi, je suis contre les contenus générés par IA, mais qu'est-ce qui fait quand le contenu généré par IA est bon ou pas? Et ils disent répétitif, déplaisant. Mais ça veut rien dire. Générique. Je n'arrive pas à savoir. Voilà. Ça qui m'étonne, c'est que je me dis, mais il y a un contrôle éditorial du coup qui est réalisé sur la plateforme, ce qui est intéressant. Mais sur quelle base en fait? Et c'est ça moi qui m'inquiète, c'est que je me dis, mais sur quelle base en fait ce contenu il est considéré comme étant répétitif ou pas en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Bref. Allez, on va terminer ce live par cette dernière news. Jimothy, le raton laveur qui a envahi Internet. Ce petit raton laveur là qui ressemble à un gobelin. Il s'appelle Jimothy et tout le monde est fan de lui. En fait, il est mal formé. Il a une malformation comme vous voyez. Il a un dos rond. Il est tout petit, tout ratatiné sur lui-même. Regardez, on le voit bien ici là. Il est tout ratatiné sur lui-même. Et du coup, tout le monde est devenu fan de lui parce qu'il le trouve trop mignon en mode oh là là, mais le pauvre et tout. Et voilà, c'est un peu devenu la coqueluche d'Internet. Plein de gens se sont mis à parler de lui, à essayer de le prendre en photo. Du coup, bah, attention, j'espère qu'il va pas se faire embêter. Les marques ont bien évidemment repris tout ça. Les gens ont fait des célébrations pour lui. Un phénomène internet comme on aime, voilà, grand classique. Je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça un peu wholesome quand même. Et puis voilà.
Voilà, c'est sur ça que cette veille se termine. Désolé, j'ai fait un peu vite à la fin, j'ai speedé parce que franchement, mon téléphone qui se décharge, je ne comprends pas ce qui se passe. Il se décharge à une vitesse folle et du coup, voilà. Donc, plein de bisous à vous, YouTube, et à la prochaine. Voilà, bisous. Ok, le live il est fini, ça y est. 1h18, je ne comprends pas pourquoi je vais juste